Le mot d'ordre de grève du SINABEF est largement suivi, constat fait par notre équipe de reportage qui a sillonné la ville. En 3 de la rectification de la trajectoire de la transition, la rupture jusqu'où, élément de réponse dans l'épisode 2 de notre série. La BCAO maintient ses taux directeurs à 3,5%. Les détails à suivre. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Nous le mentionnons dans nos précédentes éditions. Le SINABEF a déclenché un mouvement de grève de 3 jours jusqu'à satisfaction de leur doléance, à savoir la libération de leur secrétaire général Amadou Ba, placé sous mandat de dépôt. Qu'en est-il de l'effectivité de la grève? Suivons ce reportage d'Assetoumani Koulibaly. Des stations vides, des banques fermées, des clients en détresse, voilà ce à quoi nous avons assisté ce matin lorsque nous avons sillonné la ville pour vérifier l'effectivité de la grève à l'appel du SINABEF suite au placement sous mandat de dépôt de leur secrétaire général Amadou Ba. Au niveau des banques, seuls des guichets automatiques fonctionnent. Un mot de grève qui a été très suivi par les militants de Kai à Kidal, selon les membres du syndicat. Le bureau exécutif national SINABEF s'est réuni en réunion extraordinaire et l'ensemble des membres ont décidé un mot d'ordre d'arrêt du travail dans toutes les entreprises affiliées au SINABEF. Il s'agit des entreprises, les banques, assurances, microfinance, commerce, entreprises pétrolières. Nous sommes 62 entreprises qui sont affiliées au SINABEF. Nous pouvons dire que nos militants, sympathisants ont respecté le mot d'ordre d'arrêt du travail. Partout, sur toute l'étendue du territoire malien où se trouve une entreprise affiliée au SINABEF. Ils ont tous respecté le mot d'ordre d'arrêt du travail. Pourtant, si la très grande majorité ont suivi, tous n'ont pas grévé. La banque BDM, dont le syndicat a porté plainte contre M. Ba, ou encore la station Yara Oil, et d'autres stations sont restées ouvertes. Approché, un gérant d'une station assure qu'ils n'ont jamais eu autant de clientèle en une matinée. La grève devrait durer 3 jours, soit jusqu'au samedi 8 juin. Quid de la suite après cette date? Nous ne pensons pas que ces 3 jours soient bouclés sans qu'il y ait une solution dénouée, un dénouement heureux. Et nous allons nous prononcer par rapport à ça à la fin de ces 3 jours. Aujourd'hui, nous nous réservons de se prononcer d'abord. Ainsi, depuis la mise sous dépôt du secrétaire général du SINABEF, qui est également secrétaire général adjoint de l'UNTM, les tractations sont en cours. Pour ce qui est d'éventuelles négociations entre les militants et les autorités, le syndicat s'est refusé à tout commentaire pour l'heure. Le comité de politique monétaire de la BCAO a décidé, à l'issue de sa réunion tenue le 4 juin dernier, de maintenir le principal taux directeur auquel la Banque centrale prête ses ressources aux banques à 3,50%. Ainsi, le taux d'intérêt sur le guichet de prêt marginal à 5,50%, niveau en vigueur depuis le 16 décembre 2023. Les explications avec Paul Yapinguesson. Le comité de politique monétaire de la BCAO, auquel le régulateur prête ses ressources aux banques, reste inchangé. Cette décision intervient dans un contexte caractérisé par une inflation contenue et une amélioration des comptes extérieurs de l'Union. À l'issue de cette session, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir les taux directeurs inchangés. Donc, le taux directeur de la Banque centrale est maintenu donc à 3,5%. Ce maintien du taux d'intérêt inchangé permet de rendre le crédit moins cher au niveau des banques commerciales. Donc, quand le taux directeur et le taux d'intérêt sur les guichets de prêt marginal augmentent, cela renchérit le crédit, ça rend le crédit plus cher. Donc, quand les banques obtiennent de l'argent plus cher avec la BCAO, effectivement, ces banques-là vont répercuter cela sur leurs clients. Donc, quand le taux reste inchangé, ça veut dire que la Banque centrale envoie le signal qu'il ne faut pas augmenter le coût du crédit. Et cela veut dire aussi certainement que l'objectif de stabilité des prix, l'inflation, est maîtrisé. Quant au taux d'inflation, elle est en légère hausse à 2,8% au premier trimestre 2024, ce qui permet de conserver le pouvoir d'achat des populations. L'inflation est une cible. Pour la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la cible est la fourchette de 1 à 3%. Donc, quand l'inflation se situe entre 1 et 3%, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest considère qu'elle a atteint ses objectifs. La stabilité des prix. Donc,
Quand l'inflation est maîtrisée, cela veut dire que le pouvoir d'achat est conservé. Parce que quand le pouvoir d'achat baisse, la valeur de la monnaie baisse, les revenus des populations baissent et cela est la principale raison des banques centrales d'exister, c'est-à-dire faire en sorte que les conditions de vie des populations s'améliorent à travers la stabilité des prix et la conservation du pouvoir d'achat. Parce que la monnaie, avant tout, c'est le pouvoir d'achat du citoyen. L'activité économique est restée dynamique, avec une progression du PIB réel de 5,1% au premier trimestre 2024, après 4,8% au trimestre précédent. On a noté également que dans notre union, la croissance est restée très dynamique. On devrait finir l'année avec une croissance de plus de 5%. Et donc c'est une croissance qui est soutenue. Et ça, c'est une bonne chose. Au cours des prochains mois, le comité de politique monétaire analysera l'évolution de l'inflation ainsi que celle de la situation économique, financière et monétaire et prendra, si nécessaire, les mesures idoines pour assurer la stabilité monétaire de la zone. Dans un combat de souveraineté affiché depuis leur prise de pouvoir, les nouvelles autorités de la transition ont opté pour la rupture militaire, non seulement avec la France, les partenaires militaires occidentaux et onusiens, mais aussi avec certaines organisations régionales et sous-régionales. Ces choix de rupture a-t-il isolé notre pays? C'est le second épisode de notre série consacrée à l'endroit de la rectification de la trajectoire de la transition. Un reportage de Soumaïla Fani. Après leur installation en juin 2021, les nouvelles autorités, n'acceptant plus de solutions ou de choix imposés à notre pays, ont opéré un revirement stratégique en s'éloignant de la France et certains partenaires occidentaux et organisations régionales, en faisant de la Russie notre principal allié militaire. Ainsi, de nombreuses interrogations subsistent sur les contours de ces choix diplomatiques, mais aussi sur les risques de se retrouver dans une posture d'isolement. Il n'est pas dit que lorsque le Mali est avec la Russie, que des pays comme l'Allemagne, la France, les États-Unis n'ont pas à être avec le même Mali. Au même moment, ces mêmes États demanderaient à l'État du Mali de ne pas coopérer par exemple avec la Chine ou avec la Russie. Eux-mêmes, dans leur fonctionnement interne, coopèrent avec ces mêmes États. Donc je pense que parler d'isolement, ce serait du point de vue analytique un peu hasardé, mais plutôt le Mali est victime du positionnement géopolitique, géostratégique des acteurs en présence, lequel positionnement fait entendre ou pourrait laisser entendre que l'État du Mali est isolé. Ainsi, en rupture avec l'Occident, le pays a diversifié ses partenariats pour renforcer ses relations afin d'offrir de nouvelles perspectives après 10 ans d'aggravation de la situation sécuritaire. Et on voit la ruée de la Chine vers le Mali, la ruée de la Turquie vers le Mali, la ruée de l'Inde, même de la péninsule arabique vers le Mali. Donc cette ruée d'une gamme d'États ou de pays est un témoignage éloquent de l'ouverture du pays. Lorsqu'on parle de l'isolement, il s'agit plutôt de s'inscrire dans le prisme occidental. Sauf que ce prisme occidental, effectivement, a des exigences qui ne riment pas avec une certaine collaboration avec la Russie, un certain rapprochement avec la Turquie ou même avec l'Iran. Donc ce sont à la limite cette compétition entre les puissances qui pourrait laisser entendre que l'État du Mali est isolé. Mais à l'analyse, il est tout à fait absurde de parler de l'isolement, mais plutôt peut-on parler d'une sorte de pagaille en termes de positionnement des acteurs non sahéliens. Aussi, pour couper court aux restrictions régionales, le pays a renforcé ses relations avec ses voisins du Burkina Faso et du Niger en mettant sur les fonds baptismaux l'Alliance des États du Sahel. Lorsqu'on a pu mettre en place l'AES, d'abord, la base de cette alliance, c'est d'abord pour la sécurité et le développement au sein de ces trois États. Parce que nous sommes dans un monde de multilatéral où les Anglais disent globalisation ou la mondialisation. Et ceci, un seul État ne peut pas faire beaucoup de choses. Et comme on le dit à très généralement Bambara, un seul doigt ne peut pas ramasser un caillou. Avec l'organisation ou bien l'union avec ces trois États, quand même, vont faire de telle sorte que nous, non seulement nous n'allons pas s'isoler, mais aussi, inviter d'autres États au niveau du Sahel et aussi au niveau de l'organisation de cette sous-régionale de la CEDEAO
pour qu'ils viennent nous joindre. Toutefois, ce revirement stratégique de la diplomatie malienne a occasionné la détérioration de ses relations avec plusieurs partenaires et l'arrêt de beaucoup d'aides financières. La société CMOS SA fait don de 135 000 litres de gasoil pour approvisionner les établissements de santé de Bamako. La cérémonie de remise officielle s'est déroulée ce mercredi 5 juin. Paul Yapinguesson. Répondre à un besoin exprimé par le ministère de la Santé pour assurer le bon fonctionnement des établissements de santé de Bamako, tel est l'objectif de ce don. Ainsi, un total de 135 000 litres de gasoil sont remis ce jour pour un coût total de plus de 114 millions de francs CFA. Conscient de la crise énergétique que traverse notre pays et la primordialité du secteur de la santé, nous apportons cet appui afin de soutenir les actions du gouvernement pour soigner et sauver des vies. Nous voici encore réunis pour témoigner de l'apport d'un autre Malien dont je nomme M. Ilyas Tchemoko Keita, PDG de la CMOS, qui, par sollicitation et constat volontiers de l'impact de la crise énergétique sur les établissements de santé, s'est manifesté à côté des autorités pour accorder gracieusement 135 000 litres de gazole. Occasion pour le département de la santé de féliciter les responsables des établissements de santé pour leur résilience en cette période de crise énergétique. Elle vous exhorte de tenir, car toute difficulté a une fin. La pose de plaques des centrales solaires effectuée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, fonde une lueur d'espoir pour un Mali lumineux. Pour rappel, la CMOS SA, à travers son programme social, a plusieurs fois assisté le département de la santé. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a conclu mercredi au Tchad une mini-tournée en Afrique de l'Ouest et centrale. Le point avec Djeneba Samaki. Depuis lundi 3 juin 2024, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est en mini-tournée en Afrique de l'Ouest et centrale. Cette tournée a débuté en Guinée, au Congo, ensuite au Burkina Faso et s'est achevée hier mercredi au Tchad. En Guinée, il s'est entretenu avec son homologue et a été par la suite reçu par le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Ils se disent prêts à renforcer leur coopération dans différents domaines comme l'économie, la défense, la lutte antiterroriste ou encore la santé et l'éducation. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est gouvernée par deux administrations rivales. L'une à Tripoli, ouest, dirigée par Abdelhamid Debeiba et reconnue par l'ONU. L'autre dans l'est, incarnée par le Parlement et affiliée au camp de Khalifa Haftar, avec lesquels Moscou entretient des relations étroites. Le Congo, qui préside le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, est convaincu que la sortie de crise passe par la tenue d'une conférence de réconciliation interlibyenne. Et Sergei Lavrov s'est dit prêt à soutenir cette initiative. Nous utiliserons nos contacts avec les différents acteurs politiques libyens pour que cette conférence puisse avoir lieu, a-t-il promis. Selon Jeune Afrique, Denis Sassou Nguesso devrait se rendre à Moscou au cours de la dernière semaine de juin pour une visite officielle d'État afin d'y célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Arrivé mardi soir au Burkina Faso, Sergei Lavrov a rencontré mercredi le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du pays. Il a réaffirmé l'engagement de la Russie à accompagner le pays dans sa lutte contre le terrorisme en renforçant sa coopération militaire avec Ouagadougou, affirmant que le nombre d'instructeurs russes au Burkina Faso va augmenter. C'est juste après qu'il a pris la direction du Tchad pour la dernière étape de sa tournée. Aussitôt après avoir posé les pieds sur le sol tchadien, accueilli par le ministre des Affaires étrangères du pays, Abderrahmane Koulamala, Sergei Lavrov a pris la direction du palais présidentiel. Il s'est entretenu moins d'une heure avec le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, avant de retrouver à nouveau son homologue tchadien pour une réunion au ministère des Affaires étrangères. Lors d'une conférence de presse à l'issue de cet entretien, Sergei Lavrov a annoncé que la Russie allait développer la coopération avec le Tchad afin de renouveler l'accord militaire en vigueur depuis 2013 pour le faire correspondre aux objectifs du Tchad.
C'est ce qui a marqué la fin de la mini-tournée du ministre russe des Affaires étrangères. Une tournée vue par beaucoup d'observateurs comme un moyen de contrer l'influence occidentale sur le continent. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.